Alphonse Daudet, la comtesse Irma. Monsieur Charles Datis, homme de lettres, a l'honneur de vous faire part de la naissance de son fils, Robert. L'enfant se porte bien. Tout le Paris lettré et artistique a reçu, il y a une dizaine d'années, ce petit billet de part sur papier satiné, aux armes des comtes Datis-Mons, dont le dernier, Charles Datis, avait su, si jeune encore, se faire un vrai renom de poète. L'enfant se porte bien. Et la mère. Oh, celle-là, la lettre n'en parlait pas. Tout le monde la connaissait trop. C'était la fille d'un vieux braconnier de Seine-et-Oise, un ancien modèle qu'on appelait Irma Salé, et dont le portrait avait traîné dans toutes les expositions, comme l'original dans tous les ateliers. Son front bas, sa lèvre relevée à l'antique, ce hasard d'un visage de paysanne ramené aux lignes primitives, une gardeuse de dindon avec des traits grecs, ce teint un peu hâlé des enfances en plein air, qui donne aux cheveux blonds des reflets de soie pâle, faisait à cette drôlesse une espèce d'originalité sauvage que complétaient deux yeux d'un vert magnifique, enfoncés sous d'épais sourcils. Une nuit, en sortant d'un bal de l'opéra, Datis l'avait emmené souper, et depuis 2 ans, le souper continuait. Mais quoique Irma fût entrée complètement dans la vie du poète, ce billet de part insolent et aristocratique vous indique assez le peu de place qu'elle y tenait. En effet, dans ce ménage provisoire, la femme n'était guère plus qu'une intendante, apportant à gérer la maison du poète gentilhomme l'âpreté de sa double nature de paysanne et de courtisane, et s'efforçant à n'importe quel prix de se rendre indispensable. Trop rustique et trop sotte pour jamais rien comprendre au génie de Datis, à ses beaux vers raffinés et mondains qui faisaient de lui une sorte de Tennyson parisien, elle avait su pourtant se plier à tous ses dédains, à toutes ses exigences, comme si, au fond de cette nature vulgaire, il était resté un peu de l'admiration humiliée de la paysanne pour le noble, de la vassale pour son seigneur. La naissance de l'enfant ne fit qu'accentuer sa nullité dans la maison. Quand la comtesse douairière Datis-Mons, la mère du poète, femme distinguée et du plus grand monde, apprit qu'il lui était né un petit-fils, un joli petit vicomte, bien et dûment reconnu par son auteur, elle eut envie de le voir et de l'embrasser. Certes, pour une ancienne lectrice de la reine Marie-Amélie, c'était dur de penser que l'héritier d'un si grand nom avait une mère pareille. Mais, s'en tenant à la formule des petits billets de part, la vieille dame oublia que cette créature existait. Elle choisit, pour aller voir l'enfant en nourrice, les jours où elle était sûre de ne rencontrer personne. L'admira, le choya, l'adopta dans son cœur, en fit son idole, ce dernier amour des grands-mères, qui leur est un prétexte de vivre encore quelques années pour voir grandir et pousser les tout-petits. Puis, lorsque bébé vicomte fut un peu plus grand, qu'il revint habiter entre son père et sa mère, la comtesse ne pouvant renoncer à ses chères visites, il y eut une convention faite. Au coup de sonnette de la grand-mère, Irma disparaissait humblement, silencieusement, ou bien on emmenait l'enfant chez son aïeul, et gâté par ses 2 mères, il les aimait autant l'une que l'autre, un peu étonné de sentir dans la force de leurs caresses comme une volonté d'exclusion, d'accaparement. Datis, insouciant, tout à sévère, à sa renommée grandissante, se contentait d'adorer son petit Robert, d'en parler à tout le monde et de s'imaginer que l'enfant était à lui seul. Cette illusion ne dura pas. « Je voudrais te voir mariée, lui dit un jour sa mère. « Oui, mais l'enfant ?»« Sois sans inquiétude. Je t'ai découvert une jeune fille noble, pauvre et qui t'adore. Je lui ai fait connaître Robert, et ce sont déjà de vieux amis. D'ailleurs, la première année, je garderai le cher petit avec moi. Après, on verra. » Et cette fille, hasarda le poète, en rougissant un peu, car c'était la première fois qu'il parlait d'Irma devant sa mère. « Bah, répondit la vieille douairière en riant, nous lui ferons une jolie dot,
Et je suis bien sûre qu'elle trouvera à se marier, elle aussi. Le bourgeois de Paris n'est pas superstitieux. » Le soir même, Datis, qui n'avait jamais été fou de sa maîtresse, lui parla de ses arrangements et la trouva, comme toujours, soumise et prête à tout. Mais le lendemain, quand il rentra chez lui, la mère et l'enfant étaient partis. On finit par les découvrir chez le père d'Irma, dans un affreux petit chaume, à la lisière de la forêt de Rambouillet. Et quand le poète arriva, son fils, son petit prince, tout en velours et en dentelle, sautant sur les genoux du vieux braconnier, jouait avec sa pipe, courait après les poules, heureux de secouer ses boucles blondes au grand air. Datis, quoique très ému, voulut prendre la chose en riant et ramener tout de suite ses 2 fugitifs avec lui. Mais Irma ne l'entendit pas ainsi. On la chassait de la maison, elle emmenait son enfant. Quoi de plus naturel ? Il ne fallut rien moins que la promesse du poète qu'il renonçait à se marier pour la décider à revenir. Encore fit-elle ses conditions. On avait trop longtemps oublié qu'elle était la mère de Robert. Se cacher toujours, disparaître quand Madame Datis arrivait, cette vie-là n'était plus possible. L'enfant devenait trop grand pour qu'elle s'exposât à ces humiliations devant lui. Il fut convenu que puisque Madame Datis ne voulait pas se rencontrer avec la maîtresse de son fils, elle ne viendrait plus chez lui et qu'on lui amènerait le petit tous les jours. Alors commença pour la vieille grand-mère un supplice véritable. Chaque jour, il y avait des prétextes d'empêchement. L'enfant avait toussé, il faisait froid, il pleuvait. Puis c'était la promenade, l'équitation, la gymnastique. Elle ne voyait plus son petit-fils, la pauvre vieille. D'abord, elle voulut s'en plaindre à Datis. Mais les femmes seules ont le secret de ces petites guerres. Leurs ruses restent invisibles, comme les poings cachés qui tiennent les volants et les dentelles de leur toilette. Le poète était incapable d'y rien voir, et la triste grand-mère passait sa vie à attendre la visite de son chéri, à le guetter dans la rue quand il sortait avec un domestique, et par ses baisers furtifs, ses regards à la hâte, elle augmentait la passion maternelle sans jamais arriver à la contenter. Pendant ce temps-là, Irma Salé, toujours à l'aide de l'enfant, faisait son chemin dans le cœur du père. Maintenant, elle était à la tête de la maison, recevait, donnait des fêtes, s'installait comme une femme qui restera. Toutefois, elle avait soin de dire de temps en temps au petit vicomte devant son papa : « Te rappelles-tu les poules de grand-papa Salé ? Veux-tu que nous retournions les voir ?» Et par cette éternelle menace de départ, elle préparait l'installation définitive du mariage. Il lui fallut 5 ans pour devenir comtesse, mais enfin, elle le fut. Un jour, le poète vint en tremblant annoncer à sa mère qu'il était décidé à épouser sa maîtresse, et la vieille dame, au lieu de s'indigner, accueillit cette calamité comme une délivrance, ne voyant qu'une chose dans ce mariage, la possibilité de retourner chez son fils et d'aimer librement son petit Robert. Le fait est que la vraie lune de miel fut pour la grand-mère. Datis, après son coup de tête, voulut s'éloigner quelque temps de Paris. Il s'y sentait gêné, et comme l'enfant pendu aux jupes de sa mère menait toute la maison, on alla s'établir dans le pays d'Irma, à côté des poules du père Salé. C'était bien l'intérieur le plus curieux, le plus disparate qu'on pût imaginer. La bonne maman Datis et le grand-papa Salé se rencontraient tous les soirs au coucher de leur petit-fils. Le vieux braconnier, son bout de pipe noire rivé au coin de la bouche, l'ancienne lectrice au château, avec ses cheveux poudrés, son grand air, regardaient ensemble le bel enfant qui se roulait devant eux sur le tapis et l'admiraient autant tous deux. L'une lui apportait de Paris tous les nouveaux jouets, les plus bruyants, les plus chers. L'autre lui fabriquait des sifflets magnifiques avec des bouts de sureau. Et dame, le dauphin hésitait. En somme, parmi tous ces êtres groupés, comme de force autour d'un berceau, le seul vraiment malheureux était Charles Datis. Son inspiration élégante et patricienne souffrait de cette vie au fond des bois, comme ces Parisiennes délicates pour qui la campagne a trop de grand air et de sève,
Il ne travaillait plus. Et loin de ce terrible Paris qui se referme si vite sur les absents, il se sentait déjà presque oublié. Heureusement, l'enfant était là, et quand l'enfant souriait, le père ne pensait plus à ses succès de poète, ni au passé d'Irma Salé. Et maintenant, voulez-vous savoir le dénouement de ce singulier drame ? Lisez le petit billet encadré de noir que j'ai reçu, il y a quelques jours, et qui est comme le dernier feuillet de cette aventure parisienne. Monsieur le comte et madame la comtesse d'Athis ont la douleur de vous faire part de la mort de leur fils Robert. Les malheureux, les voyez-vous là-bas, tous les quatre, se regardant devant ce berceau vide.